Pouvez-vous seulement imaginer que c'est presque devenu normal que la WWE fasse des shows en Arabie Saoudite? On a des grands noms qui y participent, on y va 2 fois par an la plupart du temps, c'est devenu la routine en quelque sorte. En plus, ça rapporte 100 millions de dollars par an à la WWE qui se fait des roubibis en or. Magnifique. Alors, comment pourrait-on ne pas être fan des shows en Arabie Saoudite? En fait, c'est bien plus complexe que ça, mes amis. Et cette habitude de la compagnie américaine pose de nombreuses questions importantes, bon sang. La WWE a-t-elle vendu son âme pour de l'argent? Que penser de cette pratique d'un point de vue éthique? Quel bilan peut-on faire des événements qu'il y a eu là-bas depuis 2018? Est-ce que le bilan est positif? Ou est-ce que c'est un désastre total? Rest in peace. Vous le savez, j'adore débattre et mettre les pieds dans le plat, alors sans plus attendre, prenez-vous un café oriental et parlons de ce sujet épineux mais passionnant. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la WWE en Arabie Saoudite, bénédiction ou malédiction? C'est parti. Et tout avait commencé un beau jour d'avril 2018, mes amis. Et oui, qui l'aurait cru à cette époque qu'on était parti pour ce qui deviendrait une institution de la WWE et une des choses les plus marquantes de son évolution? Clairement, hein, clairement. Donc en avril 2018, figurez-vous que c'était le Greatest Royal Rumble, le plus grand Royal Rumble de tous les temps, et en soi c'était un sacré concept, hein. On avait donc un Royal Rumble plus gros que jamais, avec plus de participants que jamais, et donc c'était le début d'une nouvelle tendance. Alors il faut quand même un peu présenter les choses, hein. Se rappeler que c'était le début d'un partenariat de 10 ans entre la WWE et l'Arabie Saoudite, ce qui était donc une manière de la fédération américaine, hein, de soutenir la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui, alors bon, ça on va en débattre, en tout cas souhaite faire des choses en grand, ça c'est indéniable, et donc depuis ce moment-là, on peut considérer que c'est devenu comme une habitude, hein, comme un rituel, d'avoir tous les ans, quasiment hein, tous les ans, enfin la seule fois qu'il n'y a pas eu, en gros c'était une époque où la WWE avait forcément des shows au Thunderdome, notamment vous savez l'époque sans fans, mais sinon, à part ce contexte spécial, c'est quasiment gravé dans le marbre que en novembre chaque année, la WWE va faire un show en Arabie Saoudite, quoi qu'il arrive, Crown Jewel, et la plupart du temps, elle y va aussi désormais en début d'année, où ouais, ça peut varier, il y a eu en février déjà, il y a eu aussi en mai, ça varie, mais en tout cas novembre, on a l'impression que le Crown Jewel de novembre, on va dire, en Arabie Saoudite, c'est devenu vraiment un rituel, puisque ça coïncide aussi avec le Riyadh Season, qui est donc un festival de divertissement là-bas. Bref, voilà en gros un peu le cadre global. Donc d'ailleurs, si vous lisez entre les lignes, vous aurez compris forcément hein, que qui dit 10 ans, dit aussi forcément qu'on a encore des shows en Arabie, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, quand même encore pour un sacré bout de temps, hein, voilà. Pour ceux qui en sont pas fans, soyez courageux mes amis, soyez courageux, enfin bref. Enfin, justement, la question c'est, faut-il être courageux et faut-il détester ces shows en Arabie Saoudite ou au contraire, ont-ils apporté des bonnes choses? Est-ce que c'est beaucoup plus nuancé que ça? On va faire le point, on va forcément devoir faire le point. Déjà, commençons par le tout premier show là-bas, le Greatest Royal Rumble, qui, je trouve, reflète à la fois des bonnes choses et des mauvaises choses sur cette tendance donc de la WWE de faire des shows là-bas. Évidemment, on va parler un peu après aussi, c'est inévitable dans ce sujet, de tout l'aspect très controversé d'un point de vue éthique, notamment des scandales liés donc à l'Arabie Saoudite, à laquelle la WWE s'est mêlée, on va dire, mais on va en parler un peu après ça. Déjà, purement en termes de show, est-ce que, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aviez aimé le Greatest Royal Rumble en avril 2018? Est-ce que vous trouvez que ça a apporté un vent de fraîcheur? Déjà, moi je dois vous dire que j'avais un peu un double sentiment à l'époque. Je me rappelle qu'en voyant ça, je me disais d'un côté, c'est quand même cool, on a un événement de la magnitude d'un WrestleMania, en tout cas pas loin, hein, parce que il y avait non seulement un Greatest Royal Rumble, donc une Battle Royale comme le Royal Rumble, mais en plus grand. Bon, même si le seul défaut, c'était peut-être le manque d'enjeu, parce que c'était Braun Strowman qui l'avait gagné. Alors certes, il avait gagné le droit de soulever un trophée et d'avoir, on va dire, toute une célébration, mais en soi,
Ça manquait peut-être un peu d'enjeux sportifs, comme souvent d'ailleurs avec les tournois qui se déroulent dans les shows en Arabie Saoudite, c'est souvent juste le prestige de gagner, je sais pas, le trophée, le patin couffin, mais bon, ça ne rapporte pas grand-chose d'un point de vue histoire ou d'un point de vue sportif. Mais bon, il y avait quand même eu de l'ambition. Et il n'y avait pas eu que ça en plus, hein. Il y avait eu, et ça, c'est un premier bémol, l'Undertaker qui avait catché. Alors, il avait un match contre Rusev, c'était en plus un casquette match, et ça me fait tout de suite dire un premier point négatif. D'ailleurs, les fidèles de la chaîne, vous serez pas surpris, vous vous rappelez sans doute que j'avais déjà tatané, pour moi, la fin de carrière de l'Undertaker, qui est une honte par rapport à, on va dire, sa grandeur et son héritage, de l'avoir sali et d'être sorti de sa retraite, parce que oui, au cas où vous ne le sauriez pas, l'Undertaker était à la retraite à partir de WrestleMania 33 en 2017, mais il est revenu, alors d'abord à WrestleMania 34, un an après, pour venir y détruire Cena, le maraver complètement, mais surtout, ne soyons pas naïfs, alors oui, c'est vrai qu'il a aussi pu dire, il est revenu parce que il était hanté par son match contre Roman Reigns en 2017, qui n'était pas bon, c'est sûr qu'il n'était pas à son meilleur niveau, hein, l'Undertaker, mais selon lui, en gros, il y aurait aussi de ça, qu'il voulait pas rester sur cette sale image, oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il l'a sali 10 fois plus après. Et oui, c'est pour ça que je dis, l'Undertaker, il représente pour moi un des plus gros points noirs des shows en Arabie. Et surtout, soyons pas naïfs, l'Undertaker a donc craché sur la fin de WrestleMania 33, où clairement, il montrait au monde que ça y est, c'était la fin pour lui. C'était l'heure de raccrocher les gants pour l'Undertaker. Clairement, il a craché sur ça pour pouvoir catcher en Arabie Saoudite quelques semaines après WrestleMania. Et là, on se demande si les autorités saoudiennes auraient demandé à Vince McMahon et à la WWE, exigé même, la présence de gros noms, les plus connus du catch, comme l'Undertaker, et si la WWE, justement pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite, qui donne en tout cas à la WWE chaque année 100 millions de dollars pour pouvoir faire 2 shows par an là-bas. Donc en gros, c'est le prix à payer, hein, 100 millions de dollars par an en échange de 2 shows de la WWE là-bas. Et que, la question c'est, est-ce que l'Undertaker, comme d'autres d'ailleurs, fait partie de ce package de superstars qui ont été exigés par l'Arabie Saoudite pour en gros leur show, et que donc en vue de faire plaisir à l'Arabie Saoudite, la WWE s'est dit, bon ben l'Undertaker, t'es censé aller être à la retraite, certes, mais bon, là, Taker, Deadman, 100 millions de dollars par an, tu vas pas nous casser les roubibis, tu vas y aller, point barre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est probable, hein, c'est probable, évidemment, ce ne sont pas des faits, mais on peut quand même se faire un avis sur ça. Moi, personnellement, je trouve que, surtout en tant que fan de catch passionné, je me dis, on nous met en scène une des scènes de retraite les plus émouvantes de tous les temps, pour au final nous prendre pour des galinettes un an plus tard, et le faire sortir juste pour l'argent saoudien. Je me dis, c'est dégueulasse. Moi, en tout cas, ça me plaît pas. Surtout quand tu vois ce que Taker a fait, parce que oui, et donc continuons juste de parler de ce Greatest Royal Rumble, il y avait aussi eu un Cena Triple H, et là je me dis, d'un côté, je dis, oui, c'est quand même une sacrée affiche, et c'est quand même cool d'avoir des gros noms du catch et d'organiser un peu des dream matchs, même si Cena Triple H n'avait rien de nouveau, hein. Surtout pour ceux qui connaissent l'époque Catch Attack et qui ont vécu Inside Catch Attack sur la chaîne. Mais d'un autre côté, je me dis, alors à la fois Star Power, mais de l'autre, faire revenir des types qui sont plus dans leur prime, loin de là, pour offrir peut-être un spectacle affligeant, est-ce que c'est une si bonne chose? Et vous allez voir que c'est clairement un fil rouge dans les shows en Arabie. C'est des gros noms qui reviennent juste parce que c'est des gros noms et pour faire en gros des shows plus clinquants pour l'Arabie Saoudite, mais qui viennent détruire leur héritage en faisant un spectacle vraiment catastrophique, je trouve. Et justement, on en a l'illustration. Continuons un peu l'historique, hein. On va dire déjà, une des illustrations, on va la voir surtout dans l'enchaînement de la discorde qu'il y a eu à partir de 2018, donc à partir du premier Greatest Royal Rumble, après que l'Undertaker ait fait pour moi l'hérésie de sortir de sa retraite, on a eu clairement un match désastre. On a eu à Crown Jewel 2018
D-Generation X. Et là, c'est encore pire. Shawn Michaels sortait de sa retraite. Alors là, franchement, moi, là, c'est trop. Ah non, c'est trop. Là, j'ai envie de taper du poing sur la table et vraiment de claquer la tronche par terre sans pour autant ne pas les... voilà, sans pour autant atténuer mon admiration pour la WWE en même temps. Mais là, franchement, quel mauvais choix. Mais quelle honte. Wow! De faire sortir Shawn Michaels de sa retraite. Lui, qui avait la fin de carrière parfaite, qui avait terminé en 2010 à WrestleMania contre l'Undertaker en main event. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Et quelle meilleure fin? Une fin poétique, une fin au sommet de son art, sur un dernier chef-d'œuvre, avec en plus toute l'émotion que ça comprenait. Tout ça pour que 8 ans plus tard, quand l'Arabie Saoudite sort les chéquiers, et que donc t'es loin de ton prime, en plus c'était un Shawn Michaels qui était chauve, qui était l'ombre de lui-même, hein. Tu te dis mais c'est ce monsieur là, vous êtes sûr que c'est HBK? C'est vrai, hein, on aurait pu se le demander, hein. Qu'il soit sorti de sa retraite pour venir faire équipe et affronter l'Undertaker et Kane en 2018, là je me dis c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, vous savez les fidèles, et puis je vous l'apprends ceux qui ne le savent pas encore, à quel point je respecte et j'admire un Undertaker, un Shawn Michaels, un Triple H, un Kane. C'est des légendes absolues, il n'y a pas de doute. Mais qu'ils soient tous les 4 là, dans un show donc en Arabie Saoudite, je me dis, c'est... Waouh, qu'est-ce que ça fout en 2018? C'était voué à la catastrophe, et ça l'a été, hein, puisque Triple H est blessé, Kane avait même perdu son masque en cours de route, ce qui était un désastre, hein. Heureusement qu'on connaissait déjà sa tête, hein. Sinon il aurait ruiné son personnage. Je me dis, c'est... Forcément, tu mets des... Alors, avec tout le respect, hein, tu mets des vétérans un peu rouillés quand même dans le ring, forcément que le spectacle, il sera pas très beau. Et c'est inévitable, hein. Donc je me dis, ça, voilà un gros point noir qui me fait être contre la politique des shows en Arabie Saoudite, en tout cas, comme ils ont souvent été. L'idée de vouloir faire revenir des gros noms sans arrêt pour donner un peu de stature et de star power au show, ça a souvent donné des désastres, et le pire exemple même plutôt de ça, c'est bien sûr le Undertaker Goldberg à Super Showdown en 2019, qui est peut-être le pire match de tous les temps, avec un Goldberg qui a failli littéralement tuer l'Undertaker, des prises très très mal exécutées, des dinosaures hein, qui étaient mais totalement à court de forme, qui, même eux-mêmes dans le ring, même l'Undertaker lui-même s'en rendait bien compte que c'était un désastre, et puis même... faire l'Undertaker Goldberg, c'était voué. Enfin, comment la WWE a pu le faire? Alors, à part pour de l'argent, en 2019, en sachant leur âge, en sachant leur, on va dire, leur passif, hein. Déjà, c'est vrai que depuis un moment, on voyait que Taker n'était plus vraiment au sommet de son art, et l'organiser quand même, quitte à prendre le risque de détruire l'héritage, hein, parce que, clairement, l'Undertaker, en catchant ce jour-là et en faisant ce qu'il a fait, a vraiment sali son palmarès d'une certaine manière. Et Goldberg, n'en parlons même pas, hein. Goldberg, autant sa première année à la WWE depuis son retour à l'automne 2016, c'était pas si mal passé, autant c'est à partir de là que ça va être un désastre. Il va y avoir plusieurs matchs où soit il se blesse pendant, soit... Enfin, en tout cas, il se passe des... Enfin, ça se passe pas bien, on va dire. Et enfin, voilà, de manière générale, c'était pas vraiment très 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 glorieux pour Goldberg. Mais bon, revenons aussi à un point positif. C'est vrai que un truc que j'avais aimé à l'époque, je me souviens, au Greatest Royal Rumble, dites-moi si pour vous c'est pareil, moi je trouvais que c'était comme avoir un peu un deuxième WrestleMania, parce que t'avais aussi Brock Lesnar contre Roman Reigns, qui était un rematch de WrestleMania quelques semaines avant, dans un Steel Cage, et je me disais, quand même, c'est une affiche, la preuve, c'était le main event de WrestleMania il y a quelques semaines, on nous en redonne un, avec en plus un Cena Triple H, un match de Taker, et une Battle Royale, donc en mode Royal Rumble. Je me dis, là franchement, on fait les choses en grand, on nous fait un deuxième WrestleMania, ça, en plus, j'avais pas trop aimé le WrestleMania 34 en 2018, donc je me disais, franchement, ça compense un peu, hein, ça compense un peu. Et donc, ça faisait comme quelque chose que je trouvais bien dans les shows d'Arabie Saoudite. Je me disais, on a une volonté, une ambition de faire les choses en grand, et puis surtout, c'est vrai que, alors certes, WrestleMania, c'est WrestleMania, mais avoir quand même plusieurs fois dans l'année, un maximum de fois, des gros shows que tu peux attendre avec impatience, on va pas s'en priver, les amis, c'est normal. Tout comme, plus tard dans l'année, t'es tout heureux si SummerSlam arrive et qu'il y a un gros programme, une grosse carte,
tu te dis waouh, 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 j'en ai hâte vivement. Il y a des rendez-vous comme ça dans l'année que t'attends avec impatience quand t'es fan de catch. Et en soi, plus il y en a, mieux c'est. Même si, attention, la rareté fait la valeur. Et donc, paradoxalement, il faut quand même pas en faire trop, même si c'est bien, parce que sinon, bah finalement, tous vont se ressembler, ces shows-là, et finalement, ça impactera tous ces shows, et on les appréciera peut-être moins, ils auront peut-être moins de prestige et de valeur. Donc c'est un sage équilibre. Mais en tout cas, à l'époque, le Greatest Royal Rumble avait quand même fait plaisir sur ça. Mais là, donc, impossible de ne pas mentionner tous les désastres. Mais bon, je vais être fair play et quand même reconnaître qu'il y a eu des bonnes choses hein, dans les shows en Arabie Saoudite. Je me rappelle qu'à l'automne 2019, le Fiend, paix à son âme, Bray Wyatt, l'excellent, le génialissime Bray Wyatt, qui devient champion universel à Crown Jewel hein, en Arabie. C'était quand même très marquant et pour moi, c'était quand même un des meilleurs moments qu'il y a eu dans des shows en Arabie, hein, voir le Fiend, ce personnage que j'adorais et qu'on était beaucoup à adorer d'ailleurs, qui était passionnant, qui était fascinant, qui avait des complexités, des subtilités, des aspects vraiment uniques à la WWE, qui soit champion, c'était génial. Ça, c'était génial, vraiment, c'était vraiment un beau moment. Mais bon, il y a aussi le pire moment quelques mois plus tard, malheureusement. Comment parler du Fiend en Arabie Saoudite sans mentionner le Super Showdown de février 2020, qui est pour moi le show, mais de la discorde clairement, une hérésie complètement. Pourquoi ? Parce que Goldberg était revenu, et à l'image d'ailleurs de cette pratique de faire revenir des gros noms, il vient pour enterrer et détruire des jeunes, en tout cas des catcheurs plus jeunes, qui avaient besoin d'être mis en avant et qu'on les mousse, en tout cas qu'on les fasse mousser. Goldberg, il revient, il prend le titre universel au Fiend, il brise son invincibilité et il fracasse par la même occasion toute l'aura du Fiend qui ne s'en relèvera jamais. C'est vrai, c'est la vérité. Regardez le Fiend après Super Showdown 2020. Le Fiend, il avait eu le Firefly Funhouse match contre John Cena à WrestleMania 36. Il n'y avait pas de public. Il avait certes regagné le titre à SummerSlam 2020, mais Roman Reigns était revenu et le Fiend après sera plus jamais pareil. Donc, qui c'est qui a tué le Fiend? C'est Goldberg. Et c'est le booking de la WWE. Et ça, pour moi, c'était une colossale erreur d'avoir fait ça à l'époque. Et je peux pas faire le bilan de l'Arabie Saoudite sans mentionner le fait que voir un vétéran sortir, enfin pas sortir de sa retraite lui pour le coup, mais venir et briser tout le momentum de quelqu'un qui en avait bien plus besoin que lui, ça c'est quelque chose qui ne serait peut-être pas arrivé sans l'Arabie Saoudite. Parce que, est-ce que c'est pas pour l'Arabie Saoudite qu'il fallait qu'il y ait Goldberg, qui est un des gros noms traditionnellement du catch? Est-ce que, d'ailleurs, vraie question, est-ce que on peut, on va dire, considérer que c'est à cause de, on va dire, du fait qu'il y a un show en Arabie Saoudite à ce moment-là, qu'il fallait Goldberg, qu'il fallait un gros nom, que la WWE donc l'a fait venir et l'a fait gagner ce jour-là? Ou est-ce que c'est plutôt global? Est-ce que Vince McMahon à l'époque a décidé de ne pas aller avec le Fiend et de plutôt miser sur son Roman Reigns contre Goldberg à la base pour WrestleMania 36? Je miserais aussi sur ça, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, le bilan est négatif. Mais autant je peux aussi reconnaître que Crown Jewel 2021, j'avais plutôt bien aimé. Il y avait un peu une vibe SummerSlam. En fait, on avait l'impression que ce soir-là, ce show-là, en Arabie Saoudite, c'était un peu un SummerSlam 2.0 de l'automne. Donc un peu ouais, ça sonne pas très bien, un fall slam. Vous avez compris l'idée. En gros, pourquoi? Parce qu'il y avait eu le final Edge Rollins, qui était super d'ailleurs, un Hell in a Cell en opener, qui était très bon, je trouve. Et puis t'avais aussi Roman Reigns contre Brock Lesnar. Encore un, mais bien différent, parce que Roman était le Tribal Chief, et Brock n'était plus le même. Et surtout, il avait été teasé à la fin de SummerSlam 2021, après le Roman Cena. Donc, je me dis, oh, ce show-là, pour le coup, j'en ai pas un mauvais souvenir. Je me dis, c'est peut-être un des meilleurs en Arabie. En tout cas, quand tu compares à d'autres choses qu'il y a eu, c'est quand même pas si mal. On peut aussi mentionner l'Elimination Chamber. Alors, c'est quand même fou de se dire qu'il y a quand même eu des shows en Arabie, des institutions de la WWE. Alors, Elimination Chamber, c'est pas non plus une des plus grosses institutions. La plus grosse, c'est le Royal Rumble, qui, lui, va avoir lieu en Arabie en 2026. Rendez-vous compte, ça, je trouve que c'est quand même un pas de plus. D'ailleurs, on n'est pas si loin, je pense, d'un WrestleMania en Arabie Saoudite un jour aussi. Hein. Je me dis quand même, autant je trouve l'idée
d'avoir un show un peu exotique en cours d'année qui a eu lieu là-bas en Arabie Saoudite, je me dis, ok, bon, c'est quand même, ça fait un peu une petite période spéciale dans l'année avec sa propre identité. On va en Arabie Saoudite, on fait le show là-bas. Bon, 2 fois par an déjà, c'est quand même beaucoup. Mais carrément, faire là-bas un des shows les plus importants de l'année, pour moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Je trouve que je suis contre. Là, c'est peut-être un peu mon côté old school qui ressort, mes amis. Mais pour moi, le Royal Rumble, c'est une institution, on n'y touche pas. Autant on peut faire un peu des folies et des excentricités en Arabie Saoudite, autant que vous voulez, hein. Tant que c'est des choses propres à l'Arabie Saoudite, mais amener des institutions là-bas, je me dis, c'est quand même un peu les dénaturer, en quelque sorte. C'est vrai. Je trouve. Débattez avec moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Chamber 2022, il y avait eu un Roman Goldberg, plus Brock Lesnar dans le Chamber qui avait maravé tout le monde, notamment un sacré F5 sur le pauvre Austin Theory. C'était quand même... c'était pas un des pires, hein. C'était pas un des pires. On peut aussi mentionner le Night of Champions 2023, où t'avais carrément l'histoire de la Bloodline, qui avait quand même eu un vrai épisode là-bas. On pense donc, en l'occurrence, au match Roman Reigns et Solo Sikoa en équipe contre Sami Zayn et Kevin Owens, avec le fameux final avec les Usos, qui avait clairement mené donc à toute la suite, toute l'histoire de la Bloodline, Jey Uso qui s'affirme, les Usos qui se détachent de Roman Reigns, tout ça, c'était passionnant, hein, c'était du cinéma, c'était génial. On en a parlé sur la chaîne déjà, allez vous remater toutes mes vidéos qui concernent la Bloodline, hein, si ça vous fait plaisir. Parce que, croyez-moi, c'était du grand art. Donc, il y a quand même eu du grand art en Arabie, tout comme d'ailleurs, il y avait eu à Crown Jewel 2024, il y avait eu un autre match important de Roman Reigns et l'OG Bloodline contre la Bloodline de Solo Sikoa, hein, juste avant War Games. Donc, il y a quand même eu aussi des histoires et des bonnes choses racontées là-bas. Je dirais que par exemple, il y a aussi eu un Roman Reigns LA Knight à Crown Jewel 2023. C'est quand même une affiche marquante, hein, qui a eu lieu là-bas. Et puis même, je dirais, pour conclure sur le positif, que j'ai toujours apprécié la volonté de l'Arabie Saoudite, en tout cas de la WWE, dans les shows en Arabie Saoudite, de mettre des pyros, de faire du spectacle, de vouloir faire les choses en grand, de vouloir impressionner les gens. Et clairement, ça m'a souvent donné cette impression, hein, dites-moi si pour vous c'est pareil, que à travers les shows de la WWE, on voyait un pays, quoi qu'on pense de ce pays, hein, c'est pas la question. On voyait un pays qui voulait faire les choses en grand, qui voulait du spectacle, qui voulait rayonner, qui voulait impressionner le monde avec donc des gros shows de la WWE, et pas que ça, hein, d'ailleurs, puisqu'on sait que c'est pas propre au catch. Il y a aussi eu des combats de boxe là-bas, il y a eu de l'UFC là-bas, il y a aussi Cristiano Ronaldo, le footballeur, qui a signé là-bas, et plein de grands noms du foot qui ont signé. On sent un pays qui veut se développer avec du star power, avec des grosses choses, avec de l'épique, et qui veut faire rayonner son image donc à travers le monde. Et en soi, peut-on vouloir vraiment, enfin en tout cas peut-on reprocher à un pays de vouloir rayonner? Je dirais en soi non, mais le problème c'est que si ce pays a quand même un tas de casseroles accrochées à sa réputation, c'est là que ça pose problème. Et justement, parlons de l'éthique, mes amis, parlons de l'éthique. Est-ce que l'Arabie Saoudite, à travers les shows en Arabie, donc de la WWE en Arabie Saoudite, ne cherche pas à faire une pratique salace de sportswashing? Vous savez, cette pratique d'à travers le sport, de vouloir un peu laver son image, se racheter une image, surtout si elle est déjà pas très bonne. Est-ce que ce serait pas ça, finalement, les shows de la WWE là-bas, et faire comme si ça n'existait pas, toutes les controverses associées à ce pays? Alors autant, attention, je dirais qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, jamais. Il faut garder la lucidité et se faire son propre avis sur tout, toujours. Je dirais quand même que oui, c'est sûr que avec cette philosophie-là, tu peux trouver des choses négatives partout, à tout le monde, toujours. C'est vrai. Autant, je me dis, il y a quand même des réalités dont même les catcheurs eux-mêmes n'ont pas pu faire abstraction. Par exemple, après, alors, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, il y avait eu un assassinat à une époque, là-bas, et Daniel Bryan, alors, en tout cas, j'en parle parce que les catcheurs eux-mêmes, certains, n'avaient pas voulu catcher en Arabie Saoudite après cet événement, comme Daniel Bryan et John Cena, entre autres.
Donc, comme quoi, ça a quand même posé problème d'un point de vue éthique à certains performeurs, alors qu'à la WWE, ça lui a jamais posé le moindre problème d'éthique. Même si on doit quand même lui reconnaître que la WWE a quand même peut-être voulu tenter du moins faire évoluer les mentalités en Arabie Saoudite, notamment sur la question des femmes, qui à la base étaient totalement bannies des événements, mais qui au fil du temps ont pu prendre plus d'importance dans les shows, alors même si ça a été notamment en mettant des tenues spéciales, mais bon, je me dis, si on attache de l'importance à ça, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution, et donc peut-être des mentalités en Arabie Saoudite qui ont peut-être évolué sous l'impulsion de la WWE, qui sait. Ce qui en soi, on en pense ce qu'on veut, chacun fait son avis, mais en tout cas, on peut pas totalement diaboliser la WWE non plus. Mais bon, justement, vous remarquez à quel point tout ça est épineux, vous remarquez à quel point ça pose des vraies questions morales. D'ailleurs, un incident que je trouve d'ailleurs assez drôle avec le recul, qui avait eu lieu en Arabie Saoudite, c'était après Crown Jewel en 2019, quand l'avion qui contenait beaucoup d'employés de la WWE avait été retardé au décollage, soi-disant pour des sombres histoires de paiement. Donc je me dis, c'est quand même assez intéressant. Alors on se pose la question, est-ce que c'est une situation où l'Arabie Saoudite dicte à la WWE ce qu'elle veut, et la WWE, telle une compagnie de laquais, suit comme un bon toutou ce que l'Arabie Saoudite veut, ou pas? C'est une vraie question. Est-ce qu'on est dans une situation comme ça? Donnez-moi votre avis. En tout cas, je pourrais aussi mentionner que, par exemple, alors même si c'est pas les pires, les pires c'est clairement Taker Goldberg, la DX contre les Brothers of Destruction. Ça c'est clairement, c'est le top 2, ça c'est vraiment le top 2 des pires de tous. Mais je peux aussi mentionner qu'à Crown Jewel 2022, Roman Reigns contre Logan Paul. Alors autant, j'ai appris à apprécier Logan Paul, je trouve que c'est un excellent heel, qu'il est très bon et naturel dans ce rôle, et qu'il a quand même intégré le métier de catcheur très très rapidement, et c'est tout à son honneur, avec respect en plus. Autant je me rappelle qu'à l'époque je me disais, c'est quoi cette affiche? Roman Reigns contre un YouTuber, tout ça parce que c'est l'Arabie et qu'il faut créer un peu un truc qui fait le buzz, et un truc qui fait un peu clinquant pour l'Arabie. Je me disais, ça sort un peu de nulle part. Donc c'est, voilà, je suis pas fan de... Enfin, j'étais pas fan de cette affiche, on va dire. Après, je dirais que... en show pas très marquant qu'il y a eu là-bas, alors certes il y avait eu, justement ils ont fait des tournois, ils avaient fait le King and Queen of the Ring en 2024, avec aussi un Cody Rhodes contre Logan Paul d'ailleurs. C'est un peu comme si l'Arabie Saoudite adore Logan Paul, on dirait. Il y avait aussi le tournoi Crown Jewel, enfin en tout cas le Cody Rhodes contre Gunther pour être le champion Crown Jewel à l'automne 2024. Encore un enjeu, franchement un peu factice, je me dis quel intérêt d'être le champion Crown Jewel. Mais bon, pour moi, en tout cas, voilà, le Royal Rumble en 2026, ce sera une étape de plus, un pas encore plus loin dans cette... Alors, est-ce que c'est une soumission totale à l'Arabie Saoudite, ou est-ce que c'est tout simplement une ignorance totale on va dire, de l'histoire, de l'héritage, du prestige de certains shows qui, quand même, ne valent mieux que d'être délocalisés, ou alors on se dit non, tout est possible. Finalement, c'est peut-être un peu comme une Coupe du Monde de foot. Tu te dis, la Coupe du Monde, ça reste une institution, où que tu l'organises, même dans des pays où il n'y a peut-être pas une culture de foot, tu te dis, ouais, mais pour autant, et ils peuvent aussi la développer. C'est une vraie question. Est-ce que vous trouvez que quand un pays, justement, quand l'Arabie Saoudite, par exemple, n'a aucun passé dans le catch, est-ce que, pour autant, on doit lui interdire d'avoir certains événements importants du catch et de vouloir se construire une culture? C'est vrai, n'oublions pas que avant que tout pays ait une culture dans n'importe quel sport, ils sont bien partis de zéro un jour. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il faut empêcher certains pays de vouloir s'acheter? Alors oui, parce que c'est le mot, s'acheter une image dans un sport, une culture dans un sport, vouloir développer une activité dans un pays. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar. Alors pour le foot, je parle. C'est vrai que ça posait plein d'autres questions éthiques, évidemment. Mais je me dis, finalement, le pays, qui peut l'empêcher de vouloir construire un peu une culture foot là-bas? Personne, Mais bon, je me dis, à quel prix, et ce sera mon mot de la fin, à quel prix? Est-ce que c'est pour, en gros, briser des retraites, salir des héritages, complètement gâcher l'image finale de certaines superstars, comme l'Undertaker et Goldberg, par exemple? Est-ce que ça valait vraiment le coup?
Est-ce que ça valait le coup de se soumettre et de vendre son âme? Tout ça pour gagner 100 millions par an et certes se faire des roubibis en or, comme je disais. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je vous pose la question, mes amis. On a pu faire un peu une analyse un peu globale hein, de la situation donc, des shows de la WWE en Arabie Saoudite, avec nos loupes de la clairvoyance, nos lunettes de la clairvoyance, évidemment, comme souvent. Et je vous pose la question, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette pratique de faire des shows en Arabie Saoudite vous dégoûte? Est-ce que pour vous, tout l'aspect humain, tout l'aspect éthique, tout l'aspect politique peut vous écœurer, en gros, que la WWE s'associe à ça pour l'argent? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une chance de, on va dire, d'améliorer l'image d'un pays, peut-être? Ou alors, est-ce que vous dites non, c'est un business, c'est pour l'argent, la WWE fait bien de le faire, en plus, ça fait du star power, ça fait des gros shows qu'on peut attendre avec impatience, parce qu'on fera toujours des choses quand même importantes pour les shows en Arabie, hein, on fera jamais des shows totalement random, en général. J'attends très impatiemment vos retours en commentaire et j'en profite bien sûr pour vous remercier pour toute votre contribution à la chaîne. On n'en serait pas là sans vous, Johnny Catch n'en serait pas là sans vous, donc je vous en remercie et je vous invite à me donner votre avis et espérons que par la suite il n'y ait plus d'héritage sali dans les shows en Arabie et qu'au contraire ce soit, en tout cas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, que ça reste, enfin en tout cas qu'on tente d'aller peut-être dans une dynamique positive de bons shows en Arabie. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.